Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à la présentation de ce 8e épisode du balado 500 Gasoline Alley, tourné ici en direct du studio Plan B à Rawdon. Ah, que je suis content de tourner ce premier épisode dans ce nouveau studio ici à Rawdon. Mais c'est un épisode que j'avais très hâte de faire. Je vous ai déjà partagé ma passion pour la série IndyCar et entre autres pour le Indianapolis Motor Speedway, tout ce qui s'est passé au mois de mai à Indianapolis. Mais il y avait une piste que j'avais très hâte de visiter cette année. C'était le Mid-Ohio Sports Car Course. Et je viens tout juste de revenir de l'Ohio pour cette 10e épreuve de la saison 2025 dans la NTT IndyCar Series. Ça a été une formidable semaine et enfin, ça sentait l'été. Oui, il a fait chaud il y a quelques semaines à Road America, mais là, c'était complètement formidable. C'est souvent une fin de semaine où c'est soit où il pleut toute la fin de semaine ou il fait très beau et on a été choyés du côté de Mid-Ohio. Ça a été vraiment formidable comme semaine du côté du Mid-Ohio Sports Car Course. Cette épreuve-là, on pouvait sentir que c'était un point tournant pour cette saison 2025 dans l'IndyCar. Pourquoi je dis ça? C'est que ça amorçait une séquence de 5 courses en l'espace de 4 semaines chez les pilotes au courant du mois de juillet. Il y avait celle à Mid-Ohio le week-end dernier, 2 courses cette fin de semaine en Iowa, dans le Midwest américain. Ensuite de ça, au Canada, à Toronto et en Californie la dernière semaine du côté de Laguna Seca. C'est un point tournant dans cette saison. On sait qu'Alex Palou domine depuis le début de la saison, mais c'est là, à ce moment-ci, où ce qu'on peut peut-être sentir, où ce qu'on peut voir une course au championnat se dessiner et où que ça tombe à l'eau et que Alex Palou puisse s'échapper avec le championnat des pilotes dans cette saison 2025. Mais ça a bien débuté avec une très belle course du côté de Mid-Ohio. C'était une très belle fin de semaine, comme je l'ai dit. Première des choses, en arrivant là-bas à Mid-Ohio lors du week-end, la fameuse marche sur la piste, le track walk, ça a été formidable ce moment-là, d'aller marcher sur la piste. C'était la première fois que j'avais la chance de marcher le Mid-Ohio Sports Car Course. Je crois que c'était ma 7e visite pour une course de l'IndyCar du côté de Mid-Ohio. Mais le fait de le marcher, c'était vraiment très le fun parce que il y a quelques années, en 2019, j'ai eu la chance d'embarquer dans un two-seater, donc c'est une voiture avec un pilote qui était Mario Andretti. Pour ceux qui connaissent Mario Andretti, c'est une légende de la course automobile. Le nom Andretti, il veut tout dire. Et j'étais le siège en arrière pour justement faire le tour de cette piste-là et de vivre l'expérience dans une IndyCar avec 2 sièges. C'était complètement fou, les forces G et tout ça. Mais là, de le voir d'une façon différente, cette piste-là, les points de vue que nécessairement quand on voit à la TV ou lorsqu'on va dans les différentes places de la piste où on ne se rend pas nécessairement compte à quel point c'est à pic ou la longueur des lignes et à quel point des fois les virages sont un peu à l'aveugle. Mais c'était très le fun. J'ai eu la chance aussi de voir les pilotes qui regardaient certains points sur cette piste-là, parce que ça fait quand même quelques années que l'IndyCar court du côté de Mid-Ohio. Mais même si c'est un circuit qui est permanent, un circuit routier, on voyait vraiment qu'il y a quelques petits détails qui étaient regardés par les pilotes, les ingénieurs et pour toutes les écuries de la série IndyCar ainsi que la série Indy Next. Pour le track walk, point qui a été remarqué pour plusieurs personnes, c'est que le virage numéro 4 a dû être retravaillé par la piste et l'IndyCar à raison de multiples accidents vraiment très dangereux, spectaculaires, mais pas pour les bonnes raisons, dont le dernier, celui de Simon Pagenaud, qui a mis fin à sa carrière en IndyCar lors d'une séance de pratique, je crois que c'était en 2023. Perte de contrôle, sa voiture fait des tonneaux et tout ça, et finalement, il était correct, mais plus capable de prendre le volant de la série, parce que si tu te dois vraiment d'être à 100% pour être capable de piloter une IndyCar, mais ce n'est pas le cas pour le pilote français. Mais plein de petites choses qu'on a vues au courant de ça qui fait que, des petits détails, comme dans le virage numéro 1, on a ajouté une couche d'asphalte plus fraîche pour avoir un petit peu plus de grip
pour les pilotes parce qu'ils prennent ce virage à pleine vitesse. Mais c'est quand même spécial quand tu le marches puis tu te dis ah ben ça va peut-être être un facteur pendant la fin de semaine et finalement tu le vois pendant la pratique, les qualifications et la course à quel point que c'est à ce moment-là qu'il peut peut-être avoir des problèmes et que ça arrive. C'est ça qui est le fun parce que tu le vois que les pilotes justement sont alertes et s'attendent à ce que ça devienne un problème et qu'il y en a toujours un qui se fait prendre bien malgré tout dans la fin de semaine de course qui dure quand même 4 jours. Avant la course de course de 90 tours de Mid-Ohio, il y avait la séance de qualification, bien sûr, en prévision de la course. Encore une fois, il y a de très belles histoires qu'on a vues en qualification, malgré la non-surprise de la pole position signée par Alex Palou. Palou domine, c'est assez incroyable encore une fois, 6 victoires en 9 courses avant l'épreuve de la fin de semaine dernière à Mid-Ohio. Palou est complètement dominant, mais au-delà de cette pole-là, où on pouvait peut-être s'attendre à ce qu'il puisse confirmer la victoire à la course, comme qu'il avait fait à Barber et le circuit routier d'Indianapolis, où il avait eu la pole et terminé la course au premier rang. Mais ça n'a pas été le cas. On va avoir la chance d'y revenir un peu plus tard. Dans les belles histoires, c'est les 3 pilotes jeunes que je peux qualifier de recrues, même s'il y en a 2 là-dedans qui n'en sont pas des recrues, malheureusement. Mais Kyffin Simpson, 3e place en séance de qualification. Dans le cas de Simpson, qu'est-ce qui est formidable? C'est que c'était sa meilleure séance de qualification en carrière. Auparavant, c'était une 10e place, mais là, souvent, depuis le début de l'année, dans les différents épisodes du podcast, j'en ai souvent mentionné, est-ce qu'il est prêt à avoir un siège aussi prestigieux chez Chip Ganassi Racing? Mais là, de plus en plus, il commence à clincher, à avoir assez d'expérience. Je vais avoir la chance de revenir un peu plus tard parce que j'ai des commentaires de Michael et de Scott Dixon sur justement Kyffin Simpson, à quel point le pilote de 20 ans est impressionnant et que c'est une question de temps avant qu'il se retrouve sur un podium. Mais une 3e place en qualification, honnêtement, là, c'est à 20 ans. C'est assez un bel exploit du côté de Simpson. Nolan Seagold qui avait un nouveau stratégiste pour la fin de semaine en Cal Moyer qui était avec Penske avant. Mais dans le cas de Seagold, il se place en 4e place. Lui aussi, c'est la meilleure qualification de sa carrière. Aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation dans le cas de Seagold. On ne sait pas s'il est prêt à maintenir son poste du côté de McLaren, des hauts, des bas, des courses difficiles. Mais là, 4e en qualification, c'est vraiment un beau résultat. Tout juste derrière son coéquipier Christian Hulgaard qui s'était qualifié en 2e place. Mais Seagold 4e. Devant Pato O'Ward, c'est vraiment un beau résultat. Et en terminant, Louis Foster qui se qualifie en 6e place. Donc, 2 fins de semaine de suite, 2 fins de semaine de course de suite où il place sa voiture de Ray Hall, Lanigan Racing dans le Fast 6 et se qualifie 6e. On se rappelle qu'à Road America, le pilote recrue Foster avait signé la pole position. Mais plein de petites histoires dans cette fin de semaine-là qu'on pouvait... c'est un point tournant dans la saison, autant pour le championnat, autant que pour les pilotes recrues, les plus jeunes, qui ont la pression de performer parce qu'il reste de moins en moins de courses à cette saison 2025. Mais de voir ces pilotes-là normalement, qui peuvent peut-être flancher sous la différente pression que ce soit des commanditaires, des écuries. Mais là, ce n'est pas le cas. On peut performer de façon quand même formidable. Avant de passer à ce résumé sur la course, je vais aller vous faire entendre les commentaires d'Alex Palou avec qui j'ai parlé vendredi avant la première séance de pratique. Et je trouve que ça met bien la table pour qu'est-ce qui s'est passé lors de la course de 90 tours à Mid-Ohio. It's tough. Like I don't think we really need to manage much. Like we need to try and increase the gap points that we have. We need to try and continue to perform as we're doing, trying to go for wins or podiums, just for really good results. And we cannot really focus so much on the championship yet. I know that time is going to come, but I think it's still too early to get our attention to that. Oh yeah, absolutely. I think it's although this year it's been crazy good. Like
been celebrating a lot, but at the same time being so busy and just having the ability to focus back on the next race instead of just focusing on the amazing wins that we had so far. It's been great, especially very impressive for everybody in the team that they are constantly pushing to get a little bit better every single weekend. So yeah, I think the way we've been working so far, it's been good. So we just need to continue the same path. It's tough. It's for sure tough. I would say this one is for sure the easiest weekend for everybody because we normally travel by car. It's 4 hours away. Sunday night we'll be at home, but then when you go to Iowa, having two races in less than 24 hours, and then having to travel to Toronto and Laguna that are not close to anybody's home, and still have to work so much on the cars. It's going to be tough for everybody, especially for the crew, but it's the same for all the paddock, right? So it's an opportunity to try and do a little bit better. Et oui, Alex Palou l'a dit. C'est d'être capable de limiter les dégâts, être capable de prendre des risques, mais pas trop en ayant déjà une avance confortable au championnat des pilotes. Mais on a bien pu se rendre compte qu'il était humain pour une première fois cette année. Il a fait une erreur avec un peu plus de 5 tours à faire à la course alors qu'il menait l'épreuve devant son coéquipier Scott Dixon. Tout le monde, j'étais dans la ligne des puits lors de la course, tout le monde se disait, bon, ça y est, un 7e triomphe pour Palou cette saison, encore une fois, domine, tout va à la perfection pour lui. Il est encore Monsieur Parfait. Sous le choc, tout le monde dans les puits lorsqu'il a fait l'erreur. Vous allez voir dans quelques instants à la reprise. Erreur en entrant dans le virage. Sa voiture se ramasse dans le gazon. Fait que il l'a expliqué ensuite pendant le point de presse d'après-course à quel point ses pneus, il avait de la misère à reprendre la traction pour se sortir du gazon. Et ça a permis à son coéquipier Scott Dixon de le dépasser. Et contre toute attente, Alex Palou qui perd sa victoire avec 5 tours à faire. J'étais sur le choc. Honnêtement, personne ne s'attendait à ça. Mais je suis quand même content pour Scott Dixon. Scott Dixon, il est dans la quarantaine. Ça fait 21 saisons consécutives qu'il signe une victoire en série IndyCar. 21 saisons. Juste pour vous imaginer, là, c'est plus d'années, plus de saisons consécutives avec une victoire. C'est plus vieux que son coéquipier Kevin Simpson que je parlais tantôt. C'est 21 saisons, là, c'est beaucoup. Là. T'en as au moins une. C'est ça, Scott Dixon. C'est une légende de la série. C'est une légende de la course automobile. Et c'est la 7e fois qu'il triomphe sur le circuit de Mid-Ohio. La première fois depuis 2019. Il a gagné de toutes les façons sur ce circuit-là. Gagné en partant dernier, entre autres. Mais Scott Dixon, il en manquait pas gros à Road America lors de la course précédente. Il disait que il a dû s'arrêter en fait avec 2 tours de la fin. Il manquait tout juste d'essence pour être capable de rallier le fait d'arriver en premier. On sentait que là, on reconnaissait un peu Scott Dixon qui est capable de faire ces petits miracles-là en course. Et là, il l'a fait. Il a été un des seuls pilotes. En fait, il y en a eu 4 qui ont tenté de faire la stratégie de 2 arrêts dans cette course. Je vous explique pourquoi c'est important, cette stratégie de 2 arrêts. L'année passée, la course comptait 80 tours à Mid-Ohio et cette année, comme c'est le cas pour quelques courses dans la série IndyCar a décidé de rajouter une dizaine de tours, 10 ou 15 tours, et cette fois, c'était 10 tours supplémentaires pour porter le total à 90 pour tenter de créer une zone grise entre le fait de prendre l'option des 2 arrêts ou des 3 arrêts. Si tu prends l'option des 2 arrêts, tu te dois te sauver de l'essence, rouler un petit peu moins vite, mais tu en fais un de moins. Et si tu en fais 3, ben, tu roules à fond la caisse pendant les 90 tours. Il y en a seulement 4 qui ont justement pris cette stratégie de 2 arrêts, dont Scott Dixon, qui lui a permis de signer cette victoire. Oui, il a été aidé par des neutralisations au moment opportun dans son cas, mais c'est vraiment du Scott Dixon, du Michael, qui est son stratégiste depuis 20 ans. Et ça arrive au moins 1 ou 2 fois par année qu'ils sont capables d'aller chercher une course, une victoire de cette façon-là. Et comment ne pas être content pour Scott Dixon? C'est une personne, c'est un visage de la série, toujours une bonne personne, toujours présent pour répondre aux questions, peu importe qui. Je me rappelle quand je débutais
à suivre la série, à couvrir la série il y a environ 7-8 ans. Je vais poser des questions à Scott Dixon, puis il me traitait comme si j'étais quelqu'un que ça faisait une vingtaine d'années qu'il connaissait. C'est pas tous les pilotes qui agissent de cette façon-là, et c'est très plaisant. Justement, on va aller écouter Scott Dixon, suite à sa victoire à Mid-Ohio. Yeah, as soon as I saw the caution at the start, which we'd been talking about, I was like, man, the two stop is on. We worked pretty hard this morning in the warm up on fuel mileage and making sure that we got the car balance kind of where we needed it. First stint was pretty easy. Second stint, we actually got into a bit of trouble on the soft tires, just with the left front. I don't know if it was that tire, but kind of 10 laps in, I'm like, oh, I could see it starting to come apart. And I knew that we were kind of locked in on the two-stopper, so that was going to be pretty difficult. And we pushed and kind of, used the average on the black tires and used them a little bit more once we got to the final stop. And the final stop, actually, they didn't take any of the front wing out. So it was so loose for that last stint. I was just really looking at the corner and the car would turn itself. Which is, one, it's really physical, but two, it's really hard to push extremely hard because you start to lock rears, especially into 4, into 2. And also into 9, where ultimately that got Alex. So, yeah, we were hoping that we were going to clear him, but obviously they were super fast today and pushing really hard on the 3-stopper. And maybe earlier on in this stint I should have pushed a little bit harder, but just wasn't sure what was going to really happen with that left front on the red. So he made the mistake. So kudos for us and the team, everybody on the number 9, everybody at HRC to get the mileage that we had to. I don't know how many others were on the 2-stopper. I don't know where the next highest kind of wound up, but the 16. Yeah, so 6. That was really good. So congrats to Felix as well. But tough day. It was nice to kind of have that flip on Alex after what happened at St. Pete this year. So it's a good finish, but can't thank the team enough. They Mike and everybody on the crew, the pit stops were fantastic, and ultimately the strategy worked out well. Et oui, il avait beaucoup à être content suite à cette 59e victoire en carrière dans la série IndyCar pour Scott Dixon. J'ai l'impression que ça ne sera pas sa seule victoire cette année. Il arrive sur des circuits où il a du succès, souvent rapide sur les circuits ovales. Est-ce qu'il sera à surveiller du côté de l'Iowa? Probablement. À Toronto, il est capable de gagner sur le circuit de Toronto. Donc, j'ai bien hâte de voir est-ce qu'il peut se mettre dans la course au championnat. Scott Dixon, présentement 4e suite à cette course-là. Mais dans son cas, clairement, qu'il sait comment revenir de l'arrière pour être capable de se mettre dans la course au championnat. Il y a eu un début de saison compliqué, pas très très chanceux, mais on sentait vraiment un différent pilote, sentait vraiment qu'il y avait une confiance suite à cette victoire à Mid-Ohio. Ensuite, en deuxième place, c'est son coéquipier Alex Palou. On devait le sentir déçu, bien évidemment, par rapport à son erreur, mais très terre à terre par rapport à ce qui venait de se passer. Reconnu son erreur, qui a tenté de trop pousser malgré l'avance de 4 ou 5 secondes qu'il avait au moment de faire cette erreur-là en fin de course. Pas de pression de son coéquipier à ce moment-là. Mais je pense que le fait qu'il quitte Mid-Ohio avec une avance qui était un petit peu plus élevée que qu'est-ce qu'il avait avant la course a certainement aidé à avaler cette pilule de cette perte de victoire dans le cas de Palou. On va aller écouter justement les commentaires d'Alex Palou suite à cette deuxième marche du podium du côté de Mid-Ohio. Big mistake, man. Big mistake. Nothing particular happened. Just lost it a little bit and then kind of got into marvels and went out. So, yeah, lost everything there. I mean, it was a big mistake by my part. The car was on fire today. The team gave me as well the strategy, the pit stops we needed to win the race. But man, it's not over until it's over, till you see the checkered flag. I was just trying to push. I was trying to open the gap a little bit more with Scott. I felt confident with the car, but just lost it. Alex Palou, donc, qui termine exactement où il avait la moyenne à l'arrivée après ses premières épreuves du côté de Mid-Ohio, qui était une deuxième place, mais là, termine deuxième. On pouvait le sentir quand même serein. N'importe quel pilote aurait pu être nécessairement frustré,
déçu de la tournure des événements. Mais je suis certain qu'il va apprendre de ça. Vous l'avez entendu tantôt dans les commentaires, quel point qu'il avait peut-être appris de l'année passée. Il y avait beaucoup de points d'avance. Ça s'est moins bien passé en fin de saison. Mais là, de terminer deuxième, quand tu fais une erreur de la sorte, ta course n'est pas ruinée plus que d'autres choses. Tu maximises tes points. C'est ça, Alex Palou. Souvent, je m'amuse, puis plusieurs personnes s'amusent à le comparer à qui d'autre que Scott Dixon. Donc, Scott Dixon, c'est le Alex Palou d'aujourd'hui. Ben, Alex Palou, c'est le Scott Dixon des beaux jours, si on veut, et vice-versa. Donc, c'est vraiment un jeune, un plus vieux, et ces deux-là font la pluie et le beau temps avec Chip Ganassi Racing. Lors des derniers épisodes, j'ai aussi parlé de Christian Lundgaard. Je sentais vraiment qu'après un gros début de saison, il avait un petit passage à vide du côté du pilote Darrell McLaren. Mais dans le cas de Lundgaard, il a fait quelque chose la semaine dernière qui était quand même assez intéressant. C'est qu'il a fait une deuxième place en qualification et là, se place sur la troisième marche du podium. On sent que ça commence à lui rentrer dans la tête de ne pas signer de victoire du côté de McLaren, puis depuis le début de la saison, il a la rapidité. On sent vraiment que ça va lui prendre un petit déclic en course, mais là, est-ce que cette troisième place peut le replacer pour la suite des choses? C'est pas un pilote qui a beaucoup de succès sur les circuits ovales, ça risque d'être compliqué pour lui du côté de l'Iowa. Est-ce que je parle trop vite? On ne le sait pas, on va le voir après les deux prochaines courses de ce week-end. Mais dans le cas de Lundgaard, peut-être c'est ça qu'il avait besoin pour remettre sa saison sur le droit chemin, le pilote danois du côté de McLaren. En quatrième place, c'est Colton Herta. Autre résultat quand même satisfaisant dans le cas du pilote américain. Une saison aussi en dents de scie dans le cas d'Herta, mais termine quatrième. On va s'attendre à peut-être un meilleur résultat de sa part, mais de terminer quatrième, je pense pas vraiment qu'il a pu quitter Mid-Ohio déçu. Dans le cas de Pat Howard, qui est le coéquipier de Christian Lundgaard chez McLaren, termine en cinquième place. Il partait 14e, donc un autre pilote qui a réussi à profiter des erreurs de certains autres et de se classer cinquième. C'est un bon résultat quand même pour Pato, qui avait gagné la course de Mid-Ohio en 2024. Felix Rosenqvist poursuit cette excellente saison du côté de Meyer Shank Racing. Partait 15e, termine 6e. C'est de belles histoires de voir cette écurie-là. J'en ai parlé en bien depuis le début de l'année. Rosenqvist est toujours très rapide, mais que ces deux pilotes-là, que ce soit Rosenqvist ou Marcus Armstrong qui a terminé 7e, qui se ramassent dans le top 10 au championnat des pilotes, qui sont dans la bataille pour la pole à chaque course, pour un top 10 à chaque course. On sent vraiment que l'écurie de Meyer Shank Racing est en train de passer au travers, d'être capable d'être compétitif week-end après week-end. Et est-ce que c'est relié avec leur association avec Chip Ganassi Racing? Auparavant, c'était avec Andretti Global, mais Armstrong a piloté chez Chip Ganassi jusqu'à l'an dernier. Il est encore sous contrat chez Chip Ganassi. Mais est-ce que lui pourrait forcer la main et essayer d'avoir une place du côté de CGR dès l'année prochaine? C'est pas impossible qu'on lui fasse une place du côté d'Armstrong, surtout s'il poursuit sa lancée de cette année. Lui qui termine 7e à Mid-Ohio. C'est un 6e top 10 quand même en 10 courses pour Marcus Armstrong. Rien à se reprocher depuis le début de l'année. Je trouvais qu'il manquait un peu de constance l'an passé. C'est pas facile quand tu es dans une écurie de 4 ou 5 voitures, mais Armstrong qui termine 7e. Kyle Kirkwood avait gagné 3 victoires depuis le début de la saison, termine 8e de cette épreuve. Dans le cas de Kirkwood, partait 7e, donc perd une position. C'est pas vraiment un résultat très, très satisfaisant pour Kirkwood. Il a raté sa chance en qualification pour se classer dans le top 6. Il devait sentir qu'il serait capable de chauffer Palou pour la pole. Mais là, le fait qu'il termine 8e, ça a un impact sur le championnat des pilotes. Lui qui est derrière Alex Palou, on va y revenir sur les points. Mais plusieurs pilotes qui sont devant lui, qui sont juste derrière lui en fait au championnat des pilotes, ont gagné des points versus lui en terminant devant lui. Donc, c'est pas le meilleur des résultats pour Kirkwood, mais en même temps, ça pourrait être certainement pire quand tu termines 8e. C'est vraiment pas si pire.
Dans le cas de Rinus VeeKay qui termine 9e, VeeKay, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que, encore une fois, il part une qualification complètement désastreuse, il part 26e, se classe en 9e place. Pourquoi je vous dis qu'est-ce qui est intéressant dans le cas de VeeKay? C'est que j'ai vu, je salue Tony Donahue sur la plateforme X qui l'a mentionné. Ils ont parlé avec l'ingénieur canadien montréalais Michael Cannon, qui est l'ingénieur de Rinus VeeKay depuis maintenant quelques courses côté de Dale Coyne Racing. Il se demandait où était Rinus VeeKay. Il a manqué d'essence sur le tour pour revenir après le drapeau à damier pour revenir dans les puits. Et il lui a fait dire, il n'y a pas besoin d'essence pour le tour pour revenir. En voulant dire qu'il était tellement suffisamment d'essence seulement pour passer le fil d'arrivée. Ça permet, c'est un autre des pilotes qui ont fait la stratégie en passant des 2 arrêts. Mais partir 26e, finir 9e, c'est vraiment un beau résultat dans le cas de VeeKay. Je vous ai parlé de Simpson et Seagull en qualification. Les deux terminent en 10e et 11e place respectivement. Ça me permet de m'amener justement au prochain point que je voulais vous parler tantôt. C'est Kyffin Simpson. Kyffin Simpson, je l'ai dit tantôt, des fois je me demande qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est assez rapide? Est-ce que c'est juste une question d'argent? Mais là, il est en train de mettre ce doute que j'avais au vidange, aux oubliettes. Justement, avant de revenir sur ça, je veux vous faire entendre les commentaires de Michael, qui est un des directeurs du côté de Chip Ganassi Racing et le stratégiste de Scott Dixon, un des grands boss de cette écurie-là, et Scott Dixon, qui ont donné leur avis sur Kyffin Simpson, et je trouve ça extrêmement intéressant. Voici les commentaires des deux. Yeah, I think it's big. I think, and Mike can probably speak on this a little bit, but the team that we all have around us, whether it's Chris Simmons to all the engineering group to Dario, there's a lot of support there, and everybody digs pretty deep. Obviously, he can lean on myself and Alex quite a bit as well, and since the day I joined this team, it's been an open book, and everybody works extremely well together. Everybody is here to win. He wouldn't be here if Chip didn't think that was possible. He did a fantastic job yesterday in qualifying. We've seen those scenarios throughout the year. Yeah, I was hoping that it was going to be a 1-2-3. That's how we left the meeting this morning. Was that we were going for a 1-2-3. Unfortunately, he had a bit of a situation there, but hell of a job for Kyffin and everybody on the number 8. Kyffin is 20 years old, I think, maybe 20. He drives like somebody who's much older already, and he's a sponge, and he has great teammates. And the resource that Chip Ganassi Racing has is teammates. It isn't the sponsors. The sponsors are important, and they're a resource. I don't want to say they aren't, but it's how the people work together, and the drivers work together as a team of people, a team, in this case, a team of 3. And Kyffin came through an educational process prior to IndyCar racing that taught him how to race cars. He didn't do the normal ladder system program. He was part of it, but he didn't do just that. And so it's almost an old school approach to how you race. I directed that. So he won the ELMS championship when he was 18 years old. So if you think about that and what he learned how to do in the last year that he raced in that when he won that championship, he did 58 pit stops before he came to an IndyCar race. So he's learned how to race, and it's paying dividends. So he'll be up here for many years to come. Ce sont des commentaires très, très élogieux des deux en qualifiant Kyffin Simpson d'éponge. On peut se demander qu'est-ce qu'il veut dire par ça. C'est qu'il apprend tellement vite, il écoute et il a la chance d'avoir 2 coéquipiers sensationnels en Alex Palou et Scott Dixon. Et là, les résultats commencent à se montrer le bout du nez du côté de Simpson. Oui, il a eu sa meilleure qualification en partant 3e. Auparavant, c'était une 10e place. Déjà là, c'est une bonne progression dans le cas du pilote des îles Caïmans, Kyffin Simpson. Toujours en quête d'une première victoire, un premier triomphe du côté de la série IndyCar. Mais quand je regarde, mettons, les 4 dernières courses, dans son cas,
5e à l'arrivée du côté de Détroit. 15e à Gateway, c'est pas un excellent résultat, mais termine 6e aussi à Road America. Donc, ça lui fait 3 top 10 dans les 4 dernières courses. Mais ça, c'est le fun. C'est le fun de voir Simpson qui, justement, est capable d'aller chercher ces résultats-là, d'être capable d'avoir une certaine constance. Je trouvais que depuis le début de l'année, oui, des fois, il se qualifiait dans le top 10 en qualification. Ça a été le cas à Barber et au Grand Prix d'Indianapolis, mais il termine 21e et 27e. Donc, il manquait un petit quelque chose, des petites erreurs, des erreurs dans les puits. Il a été pénalisé encore une fois du côté de Mid-Ohio parce qu'il a roulé sur le pied d'un mécano de Rinus VeeKay par inadvertance, bien sûr, c'était pas volontaire, mais il y a eu un problème. Il a stallé sa voiture dans les puits et lorsqu'il a quitté, il a roulé sur le pied de justement l'équipier, si on veut, de Rinus VeeKay, qui était correct bien malgré tout. Se faire rouler par une voiture aussi lourde sur ton pied, c'est certain que c'est pas très très bien, mais était souriant après cette séquence-là, le mécano. Mais Simpson, ce n'est pas de cette séquence-là. Probablement, peut se retrouver sur le podium à la fin de la course. Ça aurait pu donner un top 3 du côté de Chip Ganassi Racing. Mais j'ai bien hâte de le voir sur circuit ovale le week-end prochain. Bien hâte de le voir à Toronto. Est-ce qu'il va être capable de maintenir la cadence d'ici la fin de la saison? Mais on sent enfin qu'il a toute la confiance. Mais en fait, on le sent pas, mais on sent que les résultats s'en viennent. Puis on sait, là, avec les commentaires de Michael, qu'il a toute la confiance de son écurie. On sait qu'il a beaucoup d'argent. Son père, il a beaucoup d'argent aussi. Donc, c'est sûr que ça l'aide parce que dans ce monde-là, tu as besoin d'avoir ce support-là, ce support financier. Aussi, en terminant, je suis un peu tanné de parler négativement. Tanné, c'est un gros mot, mais je trouve ça plate. Qu'est-ce qui se passe chez Team Penske? Je suis un peu sans mots encore. Je sais pas ce qui se passe. C'est probablement leur pire saison depuis le début de la décennie. On sait, Penske, ça a été un modèle de perfection, un modèle de constance, un modèle de victoire, de championnat. Je peux continuer des qualificatifs, mais ce n'est pas le cas cette année. Joseph Newgarden, c'est une autre erreur en course lors de la course de Mid-Ohio. Premier, dans le fond, à Mid-Ohio, le départ se donne au virage numéro 3 sur la ligne de départ arrivée, la ligne de départ qui est sur le droit arrière. Et vous allez voir à la reprise, dans le cas de Newgarden, perd le contrôle lui-même en allant ralentir au virage. Donc, ils sont 2 par 2, ils viennent de donner départ, ralentit, pèse sur les freins, ses roues bloquent. Il fait un spin, il se ramasse dans le bac à gravier. Pas de contact avec personne. Là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est la malédiction du côté de Penske. Avec toutes les mises à pied qu'on a fait du côté de l'écurie. Mais là, Newgarden qui fait des heures comme ça, c'est méconnaissable. Ça a été la même chose du côté de Road America. Malchanceux à Gateway. De la malchance aussi lors du Indy 500. Mais là, il est 19e au championnat des pilotes. C'est un double champion de la série dans les meilleurs équipements, la meilleure voiture possiblement dans la série. Il se retrouve aussi loin. Je suis un peu sans mots. Je manque de qualificatifs pour expliquer qu'est-ce qui se passe du côté. J'ai hâte. J'ai hâte d'arrêter d'être négatif parce que tu as tellement été un modèle de perfection depuis des années que c'est décevant de voir ça. C'est un peu plate de voir ça du côté de Penske. Puis on se demande, c'est quand que ça va arrêter? Qu'est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va être en Iowa? C'est pas impossible. Iowa, c'est une terre de victoire pour Joseph Newgarden. Scott McLaughlin a gagné l'an passé. Will Power est toujours très bon du côté-là. C'est pas impossible que ça arrive en Iowa, mais tellement de malchance. C'est pas croyable dans le cas de Penske. Ça, j'ai parlé de Newgarden, mais Will Power, problème de moteur aux alentours du 10e tour. Son moteur qui a lâché, pris en feu dans les puits, passé devant moi.
J'ai entendu, j'ai fait « Hey, c'est pas normal ce bruit-là. » Tu l'entends, un moteur quand c'est pas commun. Le bruit qu'il fait termine 26e. Et Scott McLaughlin, des pénalités hors stratégie, termine 23e. Donc les 3 pilotes Penske, 23, 26 et 27 sur 27 pilotes. C'est spécial. C'est spécial, on va dire ça comme ça. Donc en terminant, le top 10 de la course que vous avez sur le tableau ici présent. Scott Dixon, la victoire. C'est le 3e pilote à signer une victoire en saison 2025 de la NTT IndyCar Series. En 2e place, Alex Palou. 3e place pour Christian Lundgaard qui complète le podium. Colton Herta, Pato O'Ward, Felix Rosenqvist, 4, 5 et 6. Marcus Armstrong, 7e. En 8e place, Kyle Kirkwood. Rinus VeeKay, 9e. Et ensuite, Kyffin Simpson qui termine le top 10. Donc, de belles histoires, des petites déceptions certainement chez certains, mais encore une fois, on dirait que bien malgré les succès de Palou, on sent que peut-être que la domination du début de la saison est en train de se tasser quelque peu, bien malgré quelques situations qui se montrent le bout du nez depuis les dernières courses dans la série IndyCar. Maintenant, au championnat des pilotes, aussi, vous allez l'avoir en mortaise, le tableau du championnat des pilotes. Alex Palou, toujours premier rang du côté des pilotes. En 2e place, Kyle Kirkwood, qui a maintenant 113 points de retard. Donc, moi, c'était 87 la course précédente. Donc, même s'il ne gagne pas, Kirkwood finit 8e, mais perd des points, une vingtaine de points par rapport à Palou du côté du championnat des pilotes. Donc, Palou, là, il était redescendu en bas du 100, mais là, il s'est remonté en haut du 100 points d'avance. Pato O'Ward, qui est 3e, avec 125 points de retard. Scott Dixon, qui en gagne un peu, en gagnant, 148 points de retard. Il était à égalité avec Rosenqvist avant, mais là, il se retrouve en 4e place, seul de ce côté. Christian Lundgaard, 5e, avec 167 points de retard. Rosenqvist, 171 points de retard en 6e place. Colton Herta est 7e avec 213 points de retard. Marcus Armstrong, 221 points en 8e place. Et Will Power qui est 9e avec 228 points de retard. Et au 10e rang, c'est Santino Ferrucci qui maintient sa place du côté du top 10 avec 232 points de retard. Mais on sent vraiment que, oui, Palou domine, mais qu'il y a vraiment comme une course entre les 6 premiers pour les 6 premières places. Qui va terminer où? Palou, c'est presque assuré, à moins d'une catastrophe dans son cas, lors des prochaines épreuves. Mais Kirkwood pourrait glisser jusqu'en 6e place. Pato peut avoir du succès sur les circuits ovales qui s'en viennent. Scott Dixon, s'il commence à avoir du succès avec constance, peut se glisser 2e. Ça va être intéressant. Oui, Palou est là, mais les autres, on peut se poser la question comment ça va se dresser d'ici la fin de semaine de la fête du travail où il y aura la dernière course de la saison de la NTT IndyCar Series. Bien hâte de voir, mais on peut se retrouver la semaine prochaine après les 2 courses en Iowa et se dire « Oh, OK, l'écart est rendu à 50 points, est rendu à 30 points parce que si Alex Palou a des accidents lors des 2 épreuves, mettons quelqu'un qui est juste derrière lui gagne les courses, ben, il va gagner des points, puis lui, il n'y en aura pas beaucoup du côté du championnat. Donc, ça peut être l'effet inverse. Palou peut gagner 2 courses, ce qui me surprendrait. Il n'y a pas assez d'expérience pour gagner sur circuit ovale. Le fait Indianapolis, mais de le faire sur un petit ovale comme celui de Iowa, ça va être à surveiller certainement. Je vous ai parlé de la série IndyCar, mais il y avait aussi une autre série qui était en action du côté de Mid-Ohio et c'était la série Indy Next, qui est la série qui est juste en dessous de la série IndyCar dans l'échelle qui amène les pilotes vers la série IndyCar. Dans le fond, dans l'Indy Next, il y a un gros accident lors de la course de dimanche, tout juste avant la course l'IndyCar. Un accident spectaculaire entre Ricardo Escoto et Sebastian Murray. Violent accident. Les 2 pilotes sont corrects. C'est la bonne nouvelle, sinon j'en parlerai pas. Ou je ne montrerai pas la séquence, mais c'est à prouver à quel point c'est des millimètres, des petits détails comme ça qui font que c'est soit que tu réussis à dépasser l'autre pilote ou il y a un contact roue à roue, roue avant, roue arrière de l'autre et ainsi de suite. Mais wow! Vous allez le voir justement à la reprise, là, mais quel accident violent!
Les deux pilotes ont été chanceux. Je vous dis aussi ceux qui étaient sur le stand, le flag stand qu'on appelle en anglais, où justement le flagman donne le drapeau vert pour le début de la course. Il y avait des caméramans, des photographes qui étaient sur ça. Et la voiture qui est passée à ça d'accrocher le flag stand, justement, et ça aurait pu avoir des conséquences très graves. Ça n'a pas été le cas. La course a été arrêtée pendant une quarantaine de minutes pour faire des réparations. Mais des fois, tu vois, oh là là, qu'il y a des petites affaires comme ça qui peuvent arriver. Tu te dis, oh mon Dieu, qu'on est chanceux. Puis là, ça fait quand même quelques courses là, qu'il y a des accidents quand même sévères, mais qui n'arrivent pas avec des conséquences graves, bien heureusement, malgré tout, dans le fond, dans cette série-là. Puis un petit mot sur la Indy Next, en profitant pour vous parler que c'est Dennis Hauger qui a gagné la victoire. On l'a qualifié de Norwegian Nightmare pour les autres pilotes de la série Indy Next. Dennis Hauger devrait se retrouver en série IndyCar l'an prochain. Est-ce que ce sera chez Andretti? La question se pose, mais est-ce qu'Andretti va le laisser partir vers un autre écurie? On sent qu'il est prêt pour la série IndyCar. Il domine, il fait un Alex Palou de lui-même dans la série juste en dessous. Mais dans le cas de Hauger, est certainement talentueux. J'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup de succès dans la plus haute marche de l'échelle qui mène à la série IndyCar. Ensuite, il y avait deux autres séries aussi en course lors du dernier week-end. La série NASCAR qui était du côté de Chicago, dans les rues de Chicago pour la fin de semaine du 4 juillet. Du côté des États-Unis, c'est Shane Van Gisbergen qui l'emporte du côté du NASCAR. Il avait gagné sa première victoire en NASCAR sur ce circuit-là. Shane Van Gisbergen qui courait du côté de l'Australie en supercar, un peu comme Scott McLaughlin. Et là, va signer la victoire du côté de Chicago. C'est le fun. Ça fait quand même deux pilotes néo-zélandais qui signent la victoire lors du dernier week-end. Scott Dixon en est un et Shane Van Gisbergen en est un autre. Donc, ça a été dit que Van Gisbergen a idéalisé, voilà, je l'ai eu, du côté de Scott Dixon depuis le début de sa carrière pour essayer de l'amener où ce qu'il est et qu'il gagne la même fin de semaine. C'est quand même assez spécial, c'est le fun. C'est le fun de le voir. La série NASCAR qui s'en va du côté de Sonoma en Californie pour la prochaine course lors du week-end suivant. Donc, un autre circuit routier dans la vallée de Sonoma. Et c'est un circuit que peut-être Shane Van Gisbergen pourrait gagner aussi lors du prochain week-end. Du côté de la Formule 1, une course rocambolesque avec Lando Norris qui l'emporte à Silverstone en Angleterre. Congé pour les prochaines semaines du côté de la Formule 1. Ils vont se diriger en Belgique la fin de semaine du 27 juillet. Mais en terminant aussi, qu'est-ce qui est intéressant du côté de la F1, c'est que Nico Hülkenberg a signé son premier podium en carrière après des années et des années à se placer en F1. Jamais obtenu de podium. Et là, le fait du côté de Silverstone. C'est le fun. C'est le fun de voir ça. Ça a été souligné par tous les pilotes de la série. Tout le monde avait l'air bien content pour le pilote Nico Hülkenberg. Du côté de la série IndyCar, maintenant, ça se transporte du côté du Iowa Speedway, du côté de la petite ville de Newton en Iowa, à une vingtaine ou trentaine de minutes à l'extérieur de la ville de Des Moines. Et ce sera deux courses lors du week-end qui arrivent. 275 tours le samedi, drapeau vert aux alentours de 17h20 sur Fox, sur TSN Plus aussi vont diffuser la course le samedi à 17h20. Le lendemain, 13h20, dimanche, un autre 275 tours, deux courses sur circuit ovale. Il annonce chaud, il annonce très chaud, très humide du côté de l'Iowa. Ça va être un gros test pour les pilotes de courir 2 fois 275 tours en l'espace de c'est un peu moins de 24 heures. Ça va être éreintant, challengeant pour tout le monde, même les écuries, même les journalistes qui seront sur place du côté de l'Iowa. Est-ce que ça va être un autre pivot ou est-ce que Alex Palou va pouvoir poursuivre sa domination après le week-end prochain? On aura la réponse certainement après les courses 11 et 12 du côté du Iowa Speedway. Après ça, c'est le Canada du côté de Toronto. J'ai très hâte de me déplacer du côté de Toronto pour ma prochaine visite dans une course de la série IndyCar. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce 8e épisode du balado 500 Gasoline Alley, tourné ici en direct du studio Plan B à Rawdon. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt.